Le mouton et la baleine, c'est un texte que j'ai écrit à partir d'un fait divers, d'un fait réel, c'est un événement que j'ai lu dans un journal marocain en 1991. Oui, c'est ça. Et il s'agissait au fait d'une embarcation de clandestins qui partait des côtes marocaines, des côtes nord du Maroc, pour aller à l'Europe. Au beau milieu de la nuit, vers 1 heure du matin, il y avait la tempête dans le détroit de Gibraltar et la barque se noyait. Se noyait. Euh, Heureusement, au même moment, il passait un cargo russe dans le détroit. Il a repêché ce qu'il a pu des cadavres, surtout des morts, et il y a un seul survivant. On se doute après que ça pouvait être le passeur, c'est-à-dire ces gens-là qui organisent et qui font passer les clandestins de l'Afrique en Europe. Mais on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr. Donc, si c'était vraiment lui le passeur ou pas, puisque pendant toute la pièce, il ne parle pas, ce personnage. Il est là au milieu des cadavres, peut-être une dizaine, une quinzaine, il ne parle jamais. On parle à lui, mais lui, il ne parle jamais. Et donc, l'histoire de fond de la pièce, c'est que le cargo russe essaye de se débarrasser de ses corps parce qu'il veut continuer son chemin. On comprend qu'il vient de l'Afrique de l'Ouest, il traverse le détroit de Gibraltar pour aller à Marseille. Donc c'est ça, c'est son trajet. Et donc dès le début, on voit le capitaine russe qui est en train de contacter les ports voisins pour livrer les corps. Or, aucun port ne réagit, ni les Espagnols qui disent que ça ne les regarde pas, c'est pas leur affaire, ni les Anglais à Gibraltar, et les Marocains, eux, ils répondent. On voit bien que ça communique pas bien entre le Russe et cette autorité du port de Tanger. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils lui disent le mot mouton, mouton. Et on comprendra par la suite qu'au fait, on est à la veille de la fête du mouton de l'Aïd, non, au Maroc, et que donc, comme c'est toujours le cas, les gens ne pensent à rien d'autre qu'au mouton. Voilà, donc c'est un peu. Et ça aussi, je ne l'ai pas inventé puisque l'événement réel s'est passé à quelques jours de la fête. Moi, j'ai fait que ce soit la veille pour dramatiser un peu, mais au fait, c'était aussi réel. Donc, ça, c'est l'histoire de fond, sur laquelle vont se greffer deux histoires. La première, c'est que, au fait, ce cargo qui est parti du golfe de Guinée pour aller vers l'Europe, comme c'était souvent le cas à l'époque, et je crois que c'est encore le cas, il y a des clandestins qui montent dans les ports africains dans le cargo, ils se cachent dans les conteneurs pour espérer atteindre l'Europe. Et on comprend qu'au fait, l'équipe de ce cargo s'est déjà débarrassée d'une part de ces clandestins. Il en restait un seul, caché, qui n'arrive pas à trouver. Ils sont absolument enragés parce qu'ils savent que si jamais ils arrivent à Marseille euh, avec ce clandestin qui arrive, parvient à s'échapper, à dénoncer parce que lui, il a vu le massacre, eh bien, ça, pour eux, ça allait être la prison à vie. Et même sans ça, je fais comprendre, et ça, je me suis beaucoup documenté pour écrire cette pièce sur le phénomène de l'immigration clandestine. Au fait, en Europe, dès qu'un cargo ou un bateau arrive avec des clandestins à bord, le cargo est saisi. Et on lui impose des indemnités très lourdes, en fait des amendes, et en plus, on lui remet les clandestins et on lui demande d'aller porter chez eux, ce qui est absolument fou, quoi. Et donc, d'après mes enquêtes, au fait, beaucoup de cargos, ce qu'ils font, ils ne se cassent pas la tête. Ils essaient de se débarrasser de ces clandestins pendant le trajet en mer pour ne pas avoir de problème avec les autorités européennes. Et encore ici, la chose s'est aggravée puisque ils ont déjà tué et jeté à la mer des clandestins. Et donc, si celui-là qui a échappé parvient à aller aux autorités à Marseille et raconter, évidemment, ça allait être pour eux une catastrophe. Donc, on les voit vraiment pendant toute la pièce comme des fauves en train de chercher
dans ces conteneurs qui sont comme un labyrinthe, vraiment, que scénographiquement, je demande à ce que ça soit montré vraiment comme un espèce de labyrinthe, que rien qu'à le voir, on sait qu'il se passera des choses pas claires dans ce monde sombre. Et puis la troisième histoire qui vient se greffer, qui est au fait celle qui aura le plus de protagonisme, il se trouve que sur ce cargo, il y a aussi un couple de touristes, une Française et un Marocain qui vit en France, on peut dire qu'il est français mais d'origine marocaine, qui au fait, leur histoire, c'est que quand le cargo venait de l'Afrique de l'Ouest pour aller à l'Europe, il a fait un escale aux îles Canaries, qui se trouvent sur le chemin en Atlantique. Et les îles Canaries, comme on sait, sont des îles très, très touristiques et beaucoup d'Européens aiment aller passer des vacances là-bas. Et ce couple, au fait, il passait aussi des vacances aux îles Canaries. Mais je les montre, ces couples, comme surtout elle, c'est une 68arde, ex-militante communiste, nostalgique de cette militance, de ce monde qu'ils ont rêvé et qui finalement, ce monde n'existe plus. Non, on était déjà après la chute du mur de Berlin et après la chute de l'Union soviétique. Donc, on était déjà dans la désillusion. Et ce couple qui croyait à tous ces idéaux, finalement, ils se sentaient qu'ils devenaient comme les autres. Ils n'ont qu'à aller passer leurs vacances quelque part dans des îles et il n'y a plus rien, il y a plus de lutte à faire, il n'y a rien à croire, il n'y a rien à... Et donc, ils sont allés aux îles Canaries, mais ils se sont beaucoup ennuyés. Ils l'ont regretté. Ils ont vu que, en fait, ils sont en train de se forcer à faire quelque chose auquel ils ne croient pas. Ils voient qu'il y a ce cargo russe qui passait et ils se disent, waouh, on va vivre cette expérience, on va être parmi les, non, cette expérience d'ex-communistes qui veulent s'accrocher encore à quelque chose qui n'existe plus. Ils ont dit on va partager avec ces ouvriers de mer, on va partager avec eux, puisqu'ils rentrent à Marseille, ben voilà, nous aussi on va rentrer en France de cette façon. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quand, au moment de la tragédie, au moment que ces cadavres clandestins vont être repêchés, on se rend compte que Hassan, le Marocain, au fait, il était aussi un clandestin. Il a traversé la mer comme ça. Il a traversé la mer aussi en tant que clandestin, chose qu'il n'a jamais partagée avec sa femme, parce que c'est quelque chose qu'il a refoulé, non? On sait très bien que les clandestins, souvent, ils n'aiment pas partager euh, l'histoire de leurs expériences qui sont souvent traumatiques, etc. Ils essaient de les oublier, de faire en sorte qu'ils n'ont pas jamais eu lieu. Et là, tout ça lui revient. Et on voit que, au fait, lui, ça fait déjà 20 ans qu'il ne rentre plus au Maroc. Il a comme voulu nier ses origines. Et là, maintenant, il les a dans la figure. Euh, il voit ces clandestins qui sont en fait des Marocains, euh, pas que des Marocains, des Maghrébins, des Africains, etc. Donc, ça, de cette Afrique qui est son origine à lui. Et là, du coup, tout ce qu'il a refoulé pendant tout ce temps-là, ça lui remonte. Ça lui remonte et ça se répercute sur leurs relations, où, au fait, leurs relations deviennent, malgré eux, une espèce de relation entre le Nord et le Sud, une espèce de fracture, d'incommunication entre deux mondes qui désirent être ensemble, mais qui ne sont pas capables. Pour tant de mal qui s'est fait, tant de distance et de fossé. Et donc, c'est ça on va voir tout au long de la scène, c'est que, au fait, c'est la descente aux enfers de ce couple qui est en train de se séparer peu à peu pendant toute la pièce. Et donc, ce sont ces trois histoires qui s'entrelacent, non? Et qui, de temps en temps, vont se croiser, il y aura comme ça des échanges entre Hélène et les marins, entre Hassan et... Il y a un médecin, un personnage très important dans la pièce, un médecin qui, lui, on voit que c'est une bonne personne, qui lui aussi pensait pouvoir aider en étant sur mer, pouvoir, euh, disons, aider. Et lui, il se doutait que les marins sont en train de chercher quelque chose, il ne sait pas. Donc, il essaye de savoir parce qu'il sent que peut-être il peut sauver ce clandestin s'il existe, s'il est encore là.
Et donc, c'est toutes ces choses-là qui vont se passer pendant la pièce et donc et on évolue euh, pendant toute la durée de la pièce vers les destins tragiques, puisqu'aucune de ces histoires ne va finir bien. Le couple va se séparer, Hassan va prendre sa décision parce que, pardon, déjà, comment ça finit la pièce, c'est que au fait, les Marocains, à l'aube, donc après 4 ou 5 heures d'attente au milieu du détroit, les Marocains acceptent à la fin que le cargo russe entre à Tanger pour livrer les corps. Et ce qui était quelque chose de tragique, par exemple, Hélène, elle sentait que si jamais ils vont à Tanger, est-ce que Hassan va descendre et ça sera fini. Et c'est ce qui va se passer. Le clandestin qui se cachait dans les conteneurs, à la fin, les marins parviennent à le trouver et ils l'assassinent et le jettent à la mer. Et voilà, donc le couple se sépare. On arrive à Tanger et là, les autorités montent à bord pour récupérer les corps des clandestins. On dit à la fin qu'au même moment que cela se passe, d'autres clandestins montent à bord dans les conteneurs. Et donc, c'est comme c'est l'histoire qui se continue finalement, on n'en voit pas le bout. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. J'ai écrit cette pièce dans les années 90 avec l'espoir et avec même quasi la certitude que ce phénomène de migration clandestine, il va durer un certain temps. Ben non, il continue à durer, il s'intensifie, il s'aggrave et c'est absolument tragique. Donc voilà, en gros, c'est un peu difficile de raconter vraiment les détails parce qu'il y a beaucoup de soubresauts, beaucoup de, d'interactions entre ces trois histoires, entre les personnages de ces histoires-là. Euh, euh, et au fait, au-delà aussi de ces histoires, mon but était aussi de montrer ce que je disais, en fait, cette fracture qu'il y a entre le nord et le sud. On était là comme dans un symbole. Le détroit de Gibraltar devient comme une espèce de fossé, non, entre deux mondes qui ne parviennent pas à communiquer, qui ne parviennent pas à dialoguer, à construire une relation harmonieuse. Et Hassan et Hélène aussi symbolisaient cette fracture-là. Au fait, tout de suite, j'ai vu une pièce de théâtre parce que quand j'ai lu la pièce, j'ai imaginé tout de suite un champ de cadavres sur le pont du cargo, au milieu de la nuit, au milieu de la tempête, et les voix, et des voix humaines, non, sur ce pont. Donc la première, ce qui m'est venu en tête, c'est celle du capitaine qui est en train au milieu de la tempête, de contacter les ports, non, allô Tanger, allô Gibraltar, allô Algeciras, allô. Il crie pour essayer d'avoir quelqu'un qui puisse venir, non, récupérer ses corps. Donc la théâtralité s'est imposée. C'est vrai, moi j'ai jamais eu de formation d'auteur dramatique, mais j'écrivais bien du théâtre avant, et donc c'était tout à fait naturel. Et je continue toujours à écrire du théâtre. Disons, mais le principal de mon écriture, c'est du texte dramatique. Euh, Ça s'est imposé à moi dès le début que ça devrait être des voix humaines au milieu de la nuit, au milieu de ce détroit entre le nord et le sud. Euh, c'est ça, c'était vraiment le moteur, c'était la voix humaine au milieu du détroit et au milieu de la nuit. euh, et qui s'entrechoquent, non? Des voix et aussi, comme je fais toujours dans mes pièces, qui viennent dans toutes les langues. Parce que là, on est un cargo russe et qu'en réalité, j'explique, hein, parmi les scènes qui ont eu beaucoup de succès dans la pièce, c'est qu'à un moment donné, euh, on raconte comment, au fait, ce cargo n'est plus russe, il est une multinationale maintenant parce qu'il est acheté par une multinationale, parce que même la Russie, maintenant, tout ce qui était russe, finalement, c'est fini, le monde n'est même plus ce monde des nations, c'est un monde éclaté, c'est un monde qui est possédé par des multinationales qui en font ce qu'ils veulent et pour qui les nationalités ne valent rien et donc et qui engagent les gens d'où ils viennent et que la seule chose qui les intéresse, c'est le profit.
Et donc, pour cette même raison, donc, le cargo, les gens qui y travaillent, ils viennent un peu de partout, de l'Europe de l'Est, de la Russie, etc. Euh, et donc, j'insistais toujours, moi, dans mes indications aux metteurs en scène, qu'il faut absolument aller à fond dans dans cette polyphonie où on voit des. Alors, avec Hassan, bien sûr, c'est l'arabe qui sort de lui, surtout qu'il l'a longtemps réprimé. On a bien sûr le français avec Hélène, cet américain qui vient. On a un flashback où on parle de ce moment quand la multinationale a acheté le cargo. Donc, la scène se passe plutôt en anglais. Donc, moi, j'aime bien. C'est une des ressources dramatiques que j'utilise, c'est faire entrechoquer les langues. Je trouve que c'est un procédé dramatique qui n'est pas malheureusement utilisé beaucoup et que j'affectionne et que j'ai continué à développer dans mes textes ultérieurs. Donc oui, la théâtralité s'est imposée à moi dès le début. Et pour ce qui est de la place de ce texte dans ma trajectoire, c'est une place fondamentale. On peut dire que c'est le texte qui m'a vraiment lancé puisque j'ai eu la chance au moment où il a été, quand je l'ai écrit, assez rapidement, il a été mis en scène par Wajdi Mouawad à Montréal, au théâtre du Katsu. Et ça a été vraiment une expérience fabuleuse parce que Wajdi s'est aussi identifié beaucoup à ce texte, lui aussi étant un immigré, non? Libanais qui avait vécu en France, après qui a vécu à Montréal. Moi-même, je vivais à Montréal à l'époque. Euh, et on a vraiment collaboré, on a eu une très belle collaboration. Il a compris cette nécessité que il faut que les acteurs viennent un peu de partout. Et sur les 13 acteurs qu'il y avait sur scène, il y avait 11 nationalités différentes. Donc, c'était génial, vraiment. On s'est beaucoup amusé pendant les répétitions et on a créé et il se passait même quelque chose d'extraordinaire, c'est que le clandestin, parce qu'il y a un personnage de clandestin, celui qu'on cherche de partout dans les conteneurs, en fait, c'est un danseur ivoirien qui était en situation illégale à Montréal à l'époque. Il était un clandestin d'une certaine manière. Et on craignait qu'à tout moment, peut-être la police venait le chercher et on n'aura pas de danseur. Donc on vivait avec cette peur parce que là, il commençait à jouer dans la pièce et un très très bon danseur. Et il y avait ce risque, non? Parce qu'il n'avait pas de papier et maintenant il va être connu parce il joue dans un théâtre connu. Et heureusement, ça s'est bien passé et heureusement pour lui, après l'aide d'un avocat, il a réglé ses problèmes de papier. Mais c'était ça un peu le contexte dans lequel on vivait pendant les répétitions. Oui, c'est une pièce très importante pour moi. Il m'a en quelque sorte lancé dans le métier de l'écriture dramatique. Et c'est grâce à elle que j'ai eu la résidence de Limoges, puisque c'est Monique Blin qui m'a lu, a lu la pièce et elle a beaucoup aimé. Et elle a souhaité que je vienne à, à Limoges pour participer à la résidence. Euh, et voilà, donc c'était vraiment une pièce qui a une place très très importante et qui a aussi déterminé en quelque sorte mon style d'écriture dramatique. Si vous lisez mes textes ultérieurs, vous verrez que finalement les grands traits de mon écriture, c'était déjà dans Le Mouton et la baleine. Il a été traduit en 6 ou 7 langues, allemand, italien, anglais, espagnol, catalan, arabe. Il a été produit dans plusieurs pays. Hein. La première production, c'était donc à Montréal et tout de suite après, c'était Toronto, à Montpellier par la suite, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc, il y a eu plusieurs productions. Euh, je ne pouvais pas vraiment espérer mieux que ça. J'ai même été à 2 doigts qu'il soit scénarisé et produit en un film. Et là, finalement, ça n'a pas donné, mais on a vraiment fait les démarches et on a avancé. C'était un producteur espagnol qui voulait produire le film. Euh, non, non,
malheureusement, bon, c'est comme ça se passe toujours comme ça. Au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, ben, les choses s'arrêtent, c'est normal. Euh, mais oui, je peux pas espérer mieux, la vérité. C'est un texte qui a très, très bien fonctionné et malgré les difficultés, parce que c'est un texte qui nécessite beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs. Si on veut le faire bien, vraiment, il faut au moins une douzaine d'acteurs pour que ça vraiment qu'il puisse s'exprimer. Bon, à Montpellier, Tony Cafiero, un metteur en scène italien, a réussi à faire à 8 acteurs, mais c'était très très juste, à vrai dire. Comme souvent mon écriture, moi j'aime les scènes de foule. Étant maghrébin, nous avons vécu dans la foule et j'aime créer la foule. Ce qui n'est pas du tout la tendance du théâtre d'aujourd'hui, non? Le théâtre d'aujourd'hui va plutôt vers l'économie des ressources, l'économie des acteurs. On va travailler avec un monologue ou un dialogue parce qu'on pense que ça donnera plus de chances et plus de possibilités. Malheureusement, on en est là. Ce sont ces contraintes-là qui parfois imposent, non, le style et la forme d'écriture. Mais voilà, quand j'ai écrit ce texte, je n'avais même pas de souci. Je me posais même pas de questions s'il pouvait être présenté ou pas. Je me laissais aller et non, donc ça n'a pas empêché qu'il y a eu, comme j'ai dit, je sais pas, c'est 6 ou 7 productions au total. Et ça s'est très, très bien passé. Ça m'a surpris très agréablement d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce texte soit lu ou qu'il intéresse les jeunes. Je dirais même que c'est un de ces textes que peut-être on ne va pas conseiller facilement à des jeunes, parce que c'est dur, c'est tragique, c'est une réalité très, très dure. Et, et non, je me souviens que j'ai beaucoup apprécié les questions qu'on m'a posées et j'ai pris le temps de bien y répondre. J'ai aimé l'exercice et non, j'étais très, très, très heureux d'apprendre que j'ai eu le prix Sonny Laboutancy. Déjà, Sonny Laboutancy, cet écrivain, c'est un de mes écrivains préférés, non, que je lis beaucoup. Et oui, j'ai aimé au fait l'intérêt de ces jeunes pour, ça prouve, non, donc qu'ils s'intéressent à leur monde et qu'ils veulent comprendre la réalité qui s'impose à eux maintenant.